On en arrive maintenant à la gestion des fréquences qu'on va donc réaliser avec un équaliseur. Alors, quelques remarques avant d'aller dans le détail. Pendant le mixage, vous vous souvenez, on va porter une attention particulière aux fréquences graves, qui sont difficiles à entendre, et aux fréquences aiguës, qui peuvent fatiguer l'oreille. C'est pourquoi on va nettoyer les sons. C'est-à-dire qu'on va éliminer les aigus et tous les graves qui sont inutiles. Et enfin, deuxième remarque, concernant les fréquences inférieures à 80 Hz, donc on appelle les subs, l'oreille humaine ne peut pas déterminer la source de ces fréquences, c'est-à-dire où est placé le caisson de sub en gros. C'est pourquoi on n'a qu'un seul caisson, justement, d'accord. Et ces fréquences sont donc mono. Il n'est pas question de faire bouger les subs de gauche à droite. Notez ça quelque part dans votre carnet. Bon, c'est pour être bien clair sur les fréquences. Là aussi, un autre petit point pour être bien clair, on parle de son stéréo. Ouais, ça c'est important. Donc on parle de son stéréo lorsque chaque oreille reçoit un signal qui est différent. En revanche, si les deux oreilles reçoivent exactement le même signal, c'est un son mono, même s'il est envoyé à gauche et à droite. C'est le son, lui, qui est mono, parce qu'effectivement, il est le même à gauche, à droite, donc il est mono. Donc, ne soyez pas surpris, vous verrez sur les pistes de live, j'en ai pas trop parlé quand j'ai fait les prises de son, mais en fait, on va avoir un vumètre qui va afficher une indication gauche-droite, alors qu'on a enregistré une voix qui est mono, mais c'est normal, c'est juste qu'à gauche et à droite, on envoie la même chose. Il y a certains logiciels qui ne montrent qu'un vumètre, ce qui est aussi trompeur, parce qu'en fait, ça envoie quand même à gauche et à droite. Bon. Donc, ça correspond bien à ce qu'on va entendre. Le signal est envoyé à gauche et à droite de la même manière, donc il est mono. Voilà, donc maintenant, on va parler du schéma qui est à côté de moi. C'est toujours le même, vous l'avez déjà vu sans doute sur mon site si vous me suivez depuis longtemps. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. En fait, ce schéma, pour moi, il est parfait parce qu'il illustre parfaitement les deux opérations qu'on va effectuer avec des équaliseurs différents. D'accord ? On verra comment les placer, vous inquiétez pas. La première opération, ça consiste donc à couper les fréquences aiguës ou graves, ou les deux lorsque c'est possible, sans bien sûr déformer le son de la piste. C'est ça l'idée, on enlève les graves jusqu'à ce que ça déforme, on en enlève moins, ou voire pas du tout. Pareil, on enlève les aigus, si ça déforme, bon, on le verra dans le concret, vous inquiétez pas. On l'a vu, les oreilles ont du mal d'entendre, tout ça, bon. Donc on va laisser de la place dans ces fréquences en enlevant tous les instruments qui ne doivent pas s'y trouver. En gros, c'est ce qu'on voit ici dans le schéma, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'endroit où il y a sub-bass ou analog kick, on voit qu'il y a beaucoup de sons qui ont été coupés. Idem à droite, si vous regardez bien, il y a beaucoup de sons qui ont été coupés et il y en a certains, le crash, les claps, les pads, le rising sound qui fait un truc comme ça, bon voilà, les stabs, etc. Tout ça, on les laisse aller dans les aigus parce qu'ils ont besoin de ces fréquences. Mais tous ceux qui n'ont pas besoin, on a coupé à gauche et à droite. D'accord ? Donc vous avez compris le schéma, à gauche, on a les graves de 20, à droite les aigus jusqu'à 22 kHz. Alors ça dépend, il y en a qui vont de 16 à 22, d'autres de 20 à 20 kg. Bon voilà, mais c'est toujours à peu près pareil. Et vous voyez que pour le 909 Analog Kick, donc le deuxième son, c'est les bandes rouges, les sons. Donc le deuxième son en partant du haut, on a coupé tout ce qui était en dessous de 40 Hz et tout ce qui est au-dessus de 8 kg. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on va faire au mixage pour effectivement laisser de la place. D'autant plus si c'est des instruments acoustiques qu'on a enregistrés avec des micros, parce que vous pouvez très bien avoir une flûte et qui en fait va faire des... le souffle du flûtiste qui a été pris, ou du souffle qui a été pris dans le micro, qui va faire des fréquences graves. Et alors que la flûte n'est pas censée jouer des subs ou des graves, des trucs comme ça. Bon, donc voilà, on nettoie quels que soient les instruments. Cette étape de nettoyage va donc nous permettre de supprimer les fréquences aiguës ou graves inutiles et de laisser de la place aux instruments qui en ont besoin. D'accord ? Le deuxième élément important dans le schéma, ça se situe au niveau des arrondis qu'on voit sur les lignes rouges. D'ailleurs, si vous regardez bien, en fait, les lignes, elles vont du rouge au blanc. C'est vraiment le volume. C'est comme ça qu'il faut le lire. C'est-à-dire que la zone qui est vraiment très rouge, et là où il y a la bosse, c'est que c'est très fort. Et plus on s'éloigne et plus ça devient blanc, moins c'est fort. D'accord ? On voit par exemple que les pattes commencent un peu au-dessus de 100 Hz avec un volume faible. Et le volume monte pour être à son maximum entre 600 et 1 kg, pour baisser de nouveau jusqu'à 22 kHz. Les pattes, c'est le troisième en partant du bas. Donc on est d'accord, l'endroit où se trouve le rond, ça correspond aux fréquences qui mettent le son en valeur. C'est ça l'idée, c'est que chaque son va avoir des fréquences où c'est vraiment là que le son existe. C'est celle-là qu'on va remonter un peu pour faire exister, pour colorer l'instrument. C'est comme ça qu'on va lui donner une couleur, on va faire des petites bosses. Et alors pourquoi on parle de coloration passive ? J'aborde tout de suite les termes techniques, parce qu'en fait on va colorer,
mais de façon passive, pour la bonne raison que si on remonte une fréquence de 3 dB, un équaliseur ça fait ça, ça monte les volumes des fréquences, donc on se dit tiens, pour avoir un beau son de basse, je vais faire une petite bosse à cet endroit-là, et bien dans ce cas, on baisse le volume de la piste de 3 dB. Ce qui fait qu'en fin de compte, notre piste n'a pas bougé de volume, mais au lieu de monter les fréquences concernées, on a baissé toutes les autres. Vous voyez le truc, je commence par faire une bosse, puis je descends le tout, en fait j'ai annulé ma bosse, mais par contre j'ai créé un creux sur les autres fréquences. D'accord? Et donc cette coloration, elle est passive dans la mesure où elle n'a pas modifié le volume de la piste. Premier mystère résolu, coloration passive, c'est ça, on colore la piste mais sans en changer le volume. D'ailleurs, j'arrête la musique, c'est important. C'est une règle constante en matière de mixage, c'est qu'un effet ne doit pas modifier le volume de la piste. D'accord? On met un effet, n'importe lequel, du traitement saturation, compression, peu importe, on l'éteint, on l'allume, le volume ne doit pas bouger. Bon, on en parle en détail plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant globalement les fréquences. On va maintenant s'occuper de la dynamique.